La cave est vraisemblablement le pire des 9 niveaux principaux des backrooms. Voyons donc voir sa version dans Liminal Archive, s'il est aussi terrible, s'ils sont peut-être calmés comparé au Wikidot, ou si c'est encore pire peut-être. Allons-y. Les grottes étroites sont un vaste système de grottes solutionnelles qui s'inondent progressivement d'eau, se déversant continuellement à travers les trous et les conduits de la ville inondée. L'eau coule à un rythme régulier, dépassant régulièrement la hauteur de ses entrées. Les entrées inondées ne se connectent plus à la ville inondée. Ces points de connexion se déplacent vers un point similaire plus haut dans le système de grottes. Bien que des tuyaux de sortie vers la ville inondée existent, presque tous ont été scellés de l'autre côté. Chaque grotte sont extrêmement étroites, mesurant en moyenne 1 mètre de largeur et 1,5 mètre de hauteur, soit 3 pieds par 1,5 pied. Les grottes plus étroites sont très courantes, devenant parfois infranchissables. Les passages verticaux sont une bénédiction rare, permettant aux voyageurs d'échapper rapidement à la montée des eaux et de gagner une marge de manœuvre vitale. Le taux de montée des eaux peut varier en fonction de la forme de la grotte, ou si la pression entre les structures varie. Une grotte étroite peut faire monter l'eau de plusieurs pieds par seconde, tandis que d'autres cavernes peuvent se remplir de quelques mètres toutes les heures. Certaines sections de la grotte étroite ont une composition différente, contenant d'autres types de roches et le plus souvent des formations de quartz. Au sein de ces formations se trouvent des cristaux solubles uniques formés à partir d'une substance omniprésente dans les backrooms, parmi lesquels de l'eau d'amande cristallisée, du liquide de tapis et plus rarement du sel de feu. Une espèce unique d'araignée de couleur brune, communément appelée Itzies, habite certains passages des grottes, tissant des toiles denses et résistantes qui bloquent partiellement ou complètement le transit. À peine plus grands qu'un centimètre, ou un demi-pouce, leur coloration naturelle les rend difficiles à voir. Leur sac d'œufs, légèrement plus grand, abrite des centaines d'araignées nouveau-nées, qui envahissent de manière rapide et inquiétante les voyageurs. Ils sont également connus pour avoir tissé des bulles d'air proportionnellement importantes, qu'ils utilisent pour flotter et respirer lorsque les niveaux d'eau les dépassent. Ces bulles, cependant, n'ont pas d'autre rôle dans leur cycle de vie. Même les proies minuscules qu'elles mangent, de petits vers affugieusement semblables à des sangsues, choisissent de rester hors de l'eau. Cela amène certains à penser que les araignées et leur proie unique étant véhiculées par l'eau à un moment donné, nous pensons qu'en raison de la contamination croissante de l'eau, les deux espèces ont évité de rester submergées pendant de trop longues périodes de temps, et se sont plutôt adaptées pour rester entièrement sur la terre ferme. La piqûre venimeuse de ces araignées n'est pas mortelle, à petite dose seulement, mais la désorientation douloureuse qu'elle provoque est presque certainement pire. Les voyageurs l'ont décrit comme une sensation de rotation, suivie de près par une inquiétude paranoïaque, avec l'urgence de trouver son chemin vers le haut. La panique qui s'ensuit est presque certain d'entraîner la mort. Une trentaine de piqûres suffisent à accumuler suffisamment de poison pour tuer une personne en bonne santé. Ainsi, les toiles et les sacs d'œufs doivent être évités à tout prix, quitte à revenir sur ses pas. En de rares occasions, les promeneurs ont rencontré des entrées dans les couloirs de pierre, de 2 à 3 mètres de hauteur et 1,5 de largeur, ou de 6 pouces et demi à 10 pouces de hauteur et 5 de largeur. Ces corridors sinueux, rarement documentés, sont non linéaires et se déplacent régulièrement dans leur structure. Bien que plus facile que d'escalader les grottes exiguës, aucun de ceux qui y sont entrés n'est connu pour en être revenu. Alors que l'eau qui provient de la ville inondée est de composition salée, parce que certainement d'origine marine, celui qui monte continuellement dans la grotte étroite est particulièrement bénigne et presque potable. En effet, le système de grotte semble exercer une influence sur les fricatrices sur les liquides. Ces formations de quartz en particulier sont censées filtrer le sel, avec d'autres substances cristallisées uniques, complétant l'eau avec de l'eau d'amande. Certains nutriments et un peu de sel de feu, prouvés à la grande confusion de quelques scientifiques pour améliorer quelque peu la saveur. Il y a cependant une valeur aberrante à cette théorie, des cristaux fluides de tapis se diluant dans l'eau autrement pure. La présence de fluides de tapis dans l'eau de la cave étroite la rend impropre à la consommation, l'empoisonnant aux métaux et autres troubles digestifs sont rapidement acquis lorsqu'ils sont bu. Si l'on veut croire que la ville inondée a été conçue pour ou construire par des êtres humains, alors c'est certainement un mauvais signe. Il a noté que la quantité de liquide de tapis dans l'eau augmente pendant plus d'une décennie, comme en témoigne le sort qui se détériore rapidement de ces voyageurs inexpérimentés qui, volontairement ou accidentellement, l'ingèrent. Il est peut-être possible que ce liquide de tapis n'ait jamais été censé se cristalliser dans les grottes étroites, ce qui en fait une substance potentiellement invasive. Ceci est encore renforcé par les tuyaux d'extraction scellés qui relient la ville inondée et les grottes étroites. Peut-être qu'ils étaient à l'origine destinés à distribuer de l'eau purifiée dans les backrooms.
avant l'avènement ou peut-être l'affection du fluide de tapis cristallisé. Alors que la documentation sur le sujet est rare et les détails un peu moins, l'histoire de la station de raffinement est celle qui ne quitte jamais les cercles des voyageurs établis. Pour les plus récents, voici comment se déroulent la plupart des souvenirs. Un jour, 3 voyageurs courageux, motivés par rien d'autre que la démangeaison de découvertes, se voient traverser l'obscurité infernale de la grotte étroite. Leur expérience est tout sauf habituelle, car ils sont restés un peu plus d'une semaine, montant rapidement pour empêcher l'eau de se rattraper, trouvant de larges cavernes pour manger, boire et même dormir. Mais le 4e jour de leur séjour, ils rencontraient une rareté inimaginable, une immense caverne ouverte, haute et large de plusieurs dizaines de mètres, abritant en son centre un rectangle de béton, soutenu par des pieds en acier et décoré par une multitude de tuyaux en acier, qui creusent dans la roche. Fascinés et encouragés par la découverte, nos 3 voyageurs explorent cette caverne de fond en comble, trouvant rapidement une entrée étanche dans le rectangle. À l'intérieur, ils trouvaient des machines tornitruantes, des turbines qui extraient l'eau des cavernes plus profondes et la pompent vers le haut. Je ne vais pas vous déranger avec plus de détails. Ce qui est important ici, c'est ce qu'ils ont trouvé en son centre. Une masse de tubes, de turbines et de réservoirs qui expulsaient un gaz asphyxiant et laissaient échapper un liquide rouge foncé, presque certainement du liquide de tapis. Plus tard dans l'histoire, jouer avec la machine provoque une étincelle, enflammant le gaz et effondrant la grotte. Nos 3 héros échappent de justesse alors qu'elle s'effondre et s'inonde. Maintenant, pour autant que nous comprenions, ce gaz n'est probablement autre que du fluor. Il est probable que la machine, nous l'appellerons raffinerie, extrayait l'eau de la grotte étroite dans le but de purifier et de séparer en hydrogène et oxygène, qui sont tous deux répandus dans la tuyauterie et n'ont pas de source connue. L'intrusion du liquide de tapis peut expliquer leur remplacement par du fluor, ou vice-versa. L'hydrogène et le fluide de tapis existent ensemble à seulement 2 endroits, les matrices de Cogwell et l'œil de Dieu. Et le nom quelque peu raisonnable, si les hypothèses le permettent, de croire qu'il provient probablement d'ici. D'autres stations de la raffinerie qui sont toujours fonctionnelles. Cela nous permet de construire une chronologie assez inquiétante. Si le fluide de moquette est une substance étrange intrusive, alors il est possible que sa substance dans les systèmes précipités précède leur décomposition. Je ne pense pas avoir besoin d'évoquer l'image du paysage brûlé de la ville en ruine pour faire valoir mon point. En creusant à travers des plaques de terre trouvées dans le plafond de certaines grottes, on peut entrer dans des champs d'amandes. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. Très difficile à dire s'il est pire que le niveau du Wikidot ou pas. Parce que le niveau du Wikidot il se pose quand même là. Mais ça semble être un niveau assez dangereux. A très bientôt dans les backrooms pour justement voir c'est quoi cette histoire de champs d'amandes. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas la ville que l'on connaît habituellement, les banlieues. A plus.